bienvenue sur la plateforme du wellness. Alors ce soir, je suis très très heureuse d'accueillir ma chère amie Esther Rivka. Bonsoir Esther Rivka. Bonsoir Yardina. Alors Esther Rivka, tu es thérapeute en méthode de libération énergétique. Et ce soir, tu vas nous parler sur l'utilité de toutes ces thérapies dans notre vie quotidienne pour mieux gérer nos émotions, nos blocages. Donc voilà, je te donne la parole et merci infiniment d'être présente avec nous. Je suis très, très, très heureuse de t'écouter. Eh bien, écoute, merci de ta confiance. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là, sur cette plateforme où j'ai blocage limitant, de tout ce qui est altération de notre bien-être, de la relation aux autres. Donc on va essayer de rester voilà, dans les choses de la vie de tous les jours. On ne va pas rentrer dans les traumas, d'accord? Ça sera peut-être l'objet d'une seconde conférence, les traumatismes. Alors, on va essayer de donner une définition. Un petit ingrédient en plus. Excuse-moi Esther Rivka, on me dit qu'il n'y a pas trop de son, alors je demande... Alors, ok, donc je vais mettre mon oreillette. Alors, hop. Je vais redemander à tout le monde. Est-ce que c'est mieux là, avec l'oreillette? Baruch Hashem, super. Excuse-moi de t'avoir interrompu, Esther. Non, mais c'était heureusement. Qui est un lien, qui est une confiance qui se fait, parce que s'il n'y a pas cette alliance thérapeutique, rien ne pourra se passer. Il y a aussi une deuxième chose, comme dans les thérapies classiques. Allô? Ouais, c'est bon là? Voilà. Alors, oui, bon, je suis désolée. Alors, excuse-moi Esther, en fait, j'ai fait une petite erreur, c'est que ton son était désactivé. Moi, je t'entendais, mais personne ne t'entendait. Ouais, je suis vraiment désolée. Donc, voilà. On va reprendre. Ça fait une répétition. Voilà, on reprend tout. Merci Sarah. Je disais que la parole, des mots M-O-T-S à mettre sur des mots M-A-U-X plutôt, d'accord?
Et puis, il va y avoir un troisième élément, alors spécifique aux thérapies énergétiques, un troisième ingrédient dont on va parler tout de suite. Mais je me permets une petite remarque qui est utile, parce que il faut d'abord, pour que les choses marchent, que les gens aient envie. Il faut avoir intellectuel. D'accord. Alors, on va tout de suite donner un exemple. Si je vois une vidéo sur quelqu'un qui court. David, personne n'entend. On envoie un message. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais poser la question, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que Sarah, tu peux me répondre? Je suis désolée. Je ne comprends pas. Moi, je t'entends très bien. Elles me disent qu'elles n'entendent pas. Elles n'entendent pas. On ne sait pas quoi faire. Elles me disent qu'il y a beaucoup de coupures, mais... Normalement, tout est bon. Je ne comprends pas pourquoi elles n'entendent pas. On va continuer. Peut-être c'est les écouteurs. Je ne sais pas ce qui... non. Est-ce que tu veux que je réessaye sans mes écouteurs? C'était mieux avec? Je ne sais pas si ça vient de chez moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si c'est des coupures, ce n'est pas le son. Okay. Vous m'entendez là? Ok, on va continuer. Non, moi, je t'entends très bien. Ben, moi, je t'entends moins bien là. Bon, là, donc, on continue avec ou sans oreillette? Moi, je ne t'entends plus, Yardena, là. Là, tout est bon. Tout est bon, Esther Efka. Tout est bon? Elles disent que c'est bon? Là, elles m'entendent bien? Elles t'entendent très bien. D'accord. Donc, on parlait de la spécificité de l'outil énergétique qui permet, contrairement aux thérapies classiques, d'arriver rapidement à l'inconscient, de faire des liens inconscients rapides et des compréhensions rapides. Alors, et on disait aussi, en deuxième spécificité, que l'outil énergétique permet une compréhension du corps. Qu'est-ce que c'est que ça, une compréhension du corps? Ben, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Alors, on va tout de suite donner un exemple. Si je vois une vidéo de quelqu'un qui court, alors je comprends ce qu'il fait. Techniquement, je sais que pour y arriver, ben, il met une jambe devant l'autre, qui se balance avec les bras, qu'il y a un chemin, une volonté, etc. C'est technique, c'est intellectuel, d'accord? C'est une compréhension, mais ce n'est pas du tout la même chose que si moi, je vais me mettre à courir.
Si je me mets à courir, eh ben, je vais ressentir mes jambes, je vais ressentir mes muscles, il va y avoir la difficulté du souffle, ou il va y avoir le plaisir que je vais ressentir dans cet exercice. Voilà un petit peu ce que je voudrais que vous touchiez, que l'outil énergétique va faire la compréhension du corps. Ça ne reste pas que dans le cerveau, c'est pas qu'intellectuel. Alors, cette compréhension du corps va se faire à 3 niveaux. Elle va se faire dans le corps, justement, où on peut ressentir des choses agréables. Bon, souvent en thérapie, on va ressentir d'abord des choses désagréables puisqu'on vient pour des problèmes, d'accord? Alors, ça peut être une gorge qui se serre, de la difficulté à avaler, un cœur qui bat plus vite, le ventre qui se tord, des mains moites, des jambes qui tremblent, d'accord? On va ressentir des choses dans notre corps. On va aussi ressentir des émotions, soit du stress, soit de la peur, soit de la tristesse, de l'impuissance. Et puis, ça va aussi activer au niveau de nos cognitions. Dans la tête, il peut y avoir des petites voix qui arrivent. Je m'en sortirai jamais. Ou de toute façon, c'est toujours comme ça. Il peut y avoir des images, des flashs qui reviennent sous forme d'images fixes ou alors sous forme de petits films qui bougent. Donc, il va y avoir tout ça et toutes ces choses-là qui sont vraiment l'ingrédient spécifique des thérapies énergétiques va permettre une intégration des choses. Alors, quoi est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi est-ce qu'on peut accéder avec ces thérapies énergétiques? On va tout de suite donner un exemple. Il y avait une femme aux 1001 régimes. Elle avait tout essayé. Et à chaque régime, ça marchait. Elle perdait du poids. Cependant, après, elle reprenait tout. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait essayé toutes les diététiciennes, les thérapies, sauf l'hypnose. Mais en réalité, quand elle parlait, cette femme, consciemment, elle donnait des très bons arguments. Elle disait, mais moi, je veux maigrir, je suis trop grosse, je me trouve laide, mon mari, il commence à regarder ailleurs, je ne rentre plus dans mes habits, mon médecin m'a dit que c'est dangereux, je suis essoufflée, je ne peux plus faire de sport. Donc, rationnellement, il y avait une motivation qui faisait qu'elle avait essayé vraiment les 1001 régimes. Sauf qu'en hypnose, on a retrouvé une scène à laquelle elle n'avait absolument pas conscience, une scène à laquelle elle ne pensait pas plutôt. Elle s'en souvenait, mais elle ne savait pas que c'était la raison pour laquelle elle regrossissait à chaque fois. Elle s'est revue petite fille, à peu près une dizaine d'années, et ses parents, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Ils lui ont dit, écoute, on doit aller faire des courses, tu as beaucoup de devoirs, tu vas rester à la maison, donc on en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, après on remonte, et puis comme ça, toi, tu auras avancé, on pourra faire autre chose. Sauf que lorsque les parents sont partis et que la fille s'est retrouvée toute seule, elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à se dire, à entendre des bruits, à se dire qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer, un voleur, ou elle s'est fait... Voilà, son imagination a couru, et puis quand ça s'emballe, ça n'arrive pas à s'arrêter. Et elle a passé une demi-heure ou 3/4 d'heure terrible pour elle, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais tout va bien? Oui? Je te vois faire la tête, Yardena. Oui, d'accord, tout le monde entend. D'accord. Okay. Non, c'est parfait. J'ai peur maintenant pour la technique. Donc, je crois que j'ai compris, parce que depuis que les gens m'entendent, moi, je t'entends plus. Je t'entends plus. Donc, je pense que c'est parce que tu as coupé le son que les autres m'entendent. Donc, c'est très bien. Donc, on a cette jeune fille qui est là complètement paniquée, toute seule, etc., etc. La mère revient avec le père. Elle ouvre la porte, elle voit le spectacle, elle comprend tout de suite que ça s'est très mal passé. Et au lieu de faire comme elle aurait probablement dû faire, c'est-à-dire, oh là là, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as eu très peur, raconte-moi, regarde, c'est fini, on est là maintenant, raconte-moi. De la prendre dans ses bras, de la rassurer, de la laisser s'exprimer. Elle a eu une telle culpabilité qu'il revenait avec des courses, il y avait des paquets partout, donc elle a posé les paquets, elle a sorti, elle a dit, tiens ma chérie, prends des gâteaux, voilà, il y a des bonbons, il y a etc. Elle lui a donné à manger, Et dans l'inconscient de cette petite fille, qu'est-ce qui s'est passé? Sécurité égale manger. Sécurité égale manger.
Notre inconscient, c'est un enfant qui a à peu près 4-5 ans. Donc, il fait des conclusions un peu hâtives. Donc, cette femme-là, elle ne pouvait pas réussir ces régimes parce qu'elle les réussissait. Mais quand le corps il était amaigri, quand elle devait tenir la diététique qu'on lui avait donnée, etc., mais l'inconscient il disait mais si tu ne manges pas, tu n'es pas en sécurité. Et l'inconscient, il nous amène toujours là où c'est le plus confortable pour nous. La sécurité, c'est confortable. Donc, à quoi on accède avec les thérapies énergétiques? On voit dans ce premier exemple qu'il y a des raisons inconnues qui s'opposent à nous, qui bloquent le rationnel et qui font que tous nos efforts sont mis à mal. Ok? Ça, c'est une première chose. On va donner un deuxième exemple avec un jeune homme qui m'a été adressé parce qu'il ratait toujours ses concours. Ça faisait 3 fois qu'il ratait son concours d'entrée à une école de commerce. Et quand il m'a expliqué les choses, il m'a dit oui, mais vous savez, je suis un peu limitée, j'ai toujours eu une scolarité bancale, j'ai toujours été très moyen, je suis passée qu'à un cas. Donc lui, il évoquait des arguments rationnels qui se tenaient pour lui. Sauf qu'en fouillant un petit peu, il m'a dit que ça avait commencé au CM2 et en fait, aussi avec l'outil énergétique, on est arrivé à une scène qu'il avait plus ou moins oubliée. Il en avait conscience, mais il ne pensait pas du tout que c'était la raison de ses échecs. Où la maîtresse, très bien intentionnée, il y a vraiment des gens qui feraient mieux de changer de métier, rend les copies et arrive à la sienne et elle lui balance sa copie comme ça devant tout le monde. Lui, il était assis à sa table, il la regarde et elle lui dit « Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, vous n'êtes qu'un imbécile et vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. » Donc, cette phrase-là, « Monsieur, vous n'êtes qu'un imbécile, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie », eh ben, elle s'est gravée dans sa tête. Et donc, ça a fait qu'il a eu une scolarité. Quand on pense qu'on est un imbécile et qu'on n'arrive jamais à rien, on ne peut pas être brillant, d'accord? Mais ça passait plus ou moins. Sauf qu'en arrivant à des concours où il faut être le meilleur, eh bien, il y avait ce disque-là dans la tête de manière complètement inconsciente. Et donc, quand on a retrouvé ça, qu'on a nettoyé la scène, on verra comment tout à l'heure on nettoie, eh bien, cette année-là, il a eu son concours d'entrée et sans difficulté. Donc, la deuxième chose à laquelle nous permettent d'arriver les thérapies énergétiques, c'est que de voir que il y a un autre point de vue que le rationnel. Lui, pour lui, bah oui, je suis un peu limitée dans mes moyens, dans mes intellectuels. Ben non, c'était pas ça du tout. D'accord? C'était pas. Souvent, on voit que l'inconscient, il est atteint d'une manière très différente que ce qu'on pense. Il s'en souvenait de cette scène, mais il n'avait pas dit que c'était, il n'avait pas stabilisé comme ça en disant que c'était la cause. Un troisième exemple pour nous faire comprendre encore à quoi on peut accéder aux thérapies avec les thérapies énergétiques. C'était une jeune femme très brillante qui avait un très haut poste dans une société. Et elle était tellement brillante que les patrons, quand ils avaient un dossier à traiter, ils venaient la voir pour faire vérifier leur dossier, savoir s'ils n'avaient pas fait de bourde. Donc, dans les faits, elle avait les preuves qu'elle était brillante. Mais en réalité, eh bien, elle se rongeait d'angoisse. Elle avait toujours peur de se tromper, de faire une erreur. Et vraiment, elle s'en rendait vraiment malade. Elle a eu vraiment des choses terribles. Donc, quand elle est venue et qu'elle m'a expliqué, elle avait les bonnes références et elle savait pourquoi. Elle me disait que son père n'avait jamais fait une félicitation, n'avait jamais acquiescé à ses bonnes notes. Elle ramenait des carnets avec 20. Il regardait, mais pourquoi tu as eu 18 là? Une fois, elle avait pris une initiative dans une situation impromptue et où elle ne savait pas quoi faire. Et elle avait pris une initiative qui était malgré tout, moi je trouve, très intelligente. Et son père, au lieu de la féliciter parce qu'elle ne savait pas, il n'y avait pas de moyen de communication, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire ou pas, eh bien, il l'avait incendiée alors que ça s'était très bien passé en disant « Mais tu te rends compte, ça aurait pu très mal se passer, tu aurais pu avoir ceci, etc. etc. » Donc, quelqu'un de cassé quelque part dans son estime de soi.
Eh bien, cette femme qui connaissait les choses et qui avait la compréhension, eh bien, c'est pas parce qu'elle avait la compréhension intellectuelle de ce qui s'était passé qu'elle arrivait à changer. D'accord ? Des fois, on oublie les scènes. Des fois, on n'a pas de bons éléments. D'accord ? Mais même quand on a les bons éléments, c'est pas souvent suffisant. Alors, il y a des fois où la compréhension induit le changement ou peut arriver, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais vous dire ce que c'est qu'une thérapie réussie. Une thérapie réussie, c'est quand la cible qu'on a définie entre le patient et le thérapeute est atteinte. Si par exemple, je veux vouloir aller en réunion, je veux vouloir aller en réunion avec mes patrons sans trembler, eh bien, si c'est ça et que j'y arrive, c'est très bien. Il y en a d'autres qui vont dire, je ne veux plus m'énerver avec mon mari ou mes enfants. D'autres qui vont venir pour une phobie du vide ou des araignées. D'accord ? D'autres qui vont venir pour travailler la confiance en soi. Alors, hop, voilà. Et donc, les buts de chacun sont très variés. Et aussi, le niveau d'exigence de chacun est très différent. Il y en a qui vont, dès qu'ils se sentent un petit peu mieux, qui souffrent un petit peu moins, qui sont un petit peu, comment dire, dans le mouvement et qui peuvent un peu refaire les choses, et ben ils arrêtent et ils ne reviennent plus. Et libre à eux de le faire. En tout cas, une thérapie réussie, c'est quand le baromètre de la personne est satisfait. C'est-à-dire, j'avais cette souffrance, je ne l'ai plus. J'avais cette limite, je ne l'ai plus. D'accord ? C'est ça, une thérapie réussie. Ce n'est pas simplement, je comprends pourquoi je souffre, mais je continue à souffrir. Alors maintenant, on a beaucoup parlé d'inconscient. Je vais vous poser une petite devinette. Alors, c'est en aveugle parce que je ne vois personne, mais vous allez vous répondre à vous-même. À combien, d'après vous, lorsqu'on dort la nuit, on est dirigé par notre inconscient? Yardena, est-ce que tu veux répondre? La nuit, quand on rêve, même si les rêves sont souvent en rapport avec ce qu'on a vécu dans la journée et qu'on range les informations, on ne va pas se coucher en cliquant sur le programme et en disant « je veux rêver de ça », etc., etc. Souvent, quand on se souvient de ses rêves, on sait que c'est incongru, que c'était ma mère, mais c'était un homme ou je ne sais quoi, etc. Donc, les rêves, la nuit, c'est 100% d'inconscient, d'accord ? Même si c'est en rapport avec notre vie. Maintenant, ce qui est plus intéressant de savoir, c'est l'inconscient. Quand on est réveillé le jour, vous et moi, les gens à peu près normaux, on peut espérer, d'accord ? À combien on est dirigé par notre inconscient ? Je ne sais pas si vous vous donnez une réponse, mais en général, mes patients sont toujours les yeux écarquillés, très surpris. Il y en a très peu qui savent. On le sait aujourd'hui avec les neurosciences que c'est entre 95 et 98% d'inconscient quand on est réveillé. Ouais. Il y a de quoi faire cette tête-là et être vraiment étonné. Alors, c'est très déstabilisant parce qu'on se dit, mais alors on est comme télécommandé finalement. Il reste très peu, 5% à peu près, il reste très peu de partie rationnelle, de volonté. Mais à la fois, c'est très déculpabilisant. Et ça, je voudrais surtout qu'on retienne cet aspect-là. C'est très déculpabilisant parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Loin s'en faut, 95% de non-maîtrise d'inconscient. Et donc, ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est qu'on fait au mieux de ce qu'on est capable de faire dans l'ici et maintenant. Au moment où j'ai ce problème, si je réagis comme ça, c'est parce que je ne sais pas mieux faire. Je ne peux pas mieux faire. Je ne suis pas équipée pour mieux faire. Sinon, je ferais mieux, évidemment.
Donc, c'est ça qui est vraiment le point de mire que je voudrais qu'on garde comme ça en vue. Et d'ailleurs, il y a une phrase que l'on prononce dans une des thérapies énergétiques dont je parlerai tout à l'heure, l'EFT, et qui est comme ça. On va dire, même si, et on énonce ce problème, même si, alors par exemple, tout à l'heure, même si je rate toujours mes concours et que ça fait 3 fois que mes parents ils me payent l'école et que j'ai honte et que je veux plus qu'ils me payent l'école et que j'ai honte devant eux, d'accord? Donc on énonce, même si on énonce son problème, et on va finir par je m'aime et je m'accepte comme je suis. Alors, cette phrase est aussi toujours surprenante pour les patients la première fois. Mais il ne faut pas la comprendre comme la chanson de Juliette Gréco, je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas pour rester comme ça, d'accord? C'est parce qu'on fait le constat qu'on a un problème et que ce n'est pas culpabilisant et que ce n'est pas de la mauvaise volonté. D'accord? Parce que si on se déplace au cabinet, qu'on investit son temps, qu'on investit son argent, c'est justement qu'on veut changer. D'accord? Et si ce désir de changer, il est en plus accompagné du fait que, eh ben, on a pris conscience qu'on n'est pas mieux équipé que ça pour mieux faire, eh ben, c'est déjà des facteurs de guérison et qui vont aider au changement. Alors, je viens de dire qu'il y avait donc des facteurs qui nous dépassaient, même plus de 95% dans notre inconscient. Et on va voir un petit peu quels sont ces facteurs qui ne dépendent pas de notre rationnel, de notre conscient. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'abord l'histoire de nos familles. Nos familles paternelles et maternelles. En gros, on ne naît pas ex nihilo. On n'est pas ex nihilo, c'est-à-dire on n'est pas EST ou on n'est pas NAIT. D'accord? Ça, je vous renvoie à la belle conférence de Irène Landau qui a eu lieu sur ce site, que j'ai regardé avec délice. Et là, on parle de transgénérationnel. D'accord? On a un patrimoine génétique, on a un patrimoine émotionnel, et qui remonte, paraît-il, jusqu'à la 4e génération. On peut avoir des liens inconscients, même pour des histoires que la famille ne sait pas, des secrets qu'on aurait eus, qui auraient été cachés. Donc, parmi les choses qu'on ne maîtrise pas, eh ben, y a ça, l'histoire de nos familles. Pour la petite histoire, je voudrais vous dire que mon ostéopathe, qui travaille en libération énergétique et qui est juif, m'a dit un jour que quand il y avait des patients qui arrivaient, qui n'avaient pas de nom juif, donc qui ne savaient pas qu'ils étaient juifs, en les touchant et en faisant son travail énergétique, il savait qu'ils étaient juifs parce qu'ils sentaient le trauma de la Shoah dans leur corps énergétique. C'est vraiment incroyable. Alors, on parlera tout à l'heure de ce corps énergétique et de qu'est-ce que c'est, d'accord? On n'a pas qu'un corps physique, on a plein de corps. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est marqué en nous, il y a plein de choses qui sont marquées en nous, et ça fait partie des facteurs qui nous dépassent. Oui, non, je vais vous le dire maintenant finalement, parce que c'est là que je l'ai marqué, donc comme ça je ne l'oublierai pas. Dans une des phrases que l'on dit en thérapie de logosynthèse, on va parler donc de l'énergie qui n'est pas à nous, de cette énergie non-moi, qu'on va renvoyer parce qu'elle n'est pas à nous. Donc, d'où est-ce qu'on la renvoie, cette énergie non-moi? On va dire, je la renvoie de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. C'est quoi tous mes corps? Eh bien, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps spirituel et on a un corps énergétique ou vibratoire. D'accord? Donc, c'est ça qui fait partie aussi du package et des choses qu'on ne maîtrise pas. La deuxième chose que je ne maîtrise pas, c'est la manière dont j'ai été élevée. Ce que j'ai appris de l'exemple de mes parents, de leur langage verbal ou non verbal. Vous savez qu'on ne communique pas qu'avec les mots, on communique aussi avec son corps. Si je dis « Ah, je suis très contente de te voir !» et que je fais une grimace ou que l'énergie n'y est pas, par mon attitude,
parce que je diffuse par mes mimiques, mes micro-signes comme ça, eh ben, je montre que je ne suis pas en accord avec les mots. Non, non, Sire, bah oui, non, mais vas-y, viens, rentre, bien sûr, t'es la bienvenue. Bon, voilà. Donc, on peut très bien comprendre, on peut très bien sentir et ressentir et apprendre de choses que les parents n'ont pas voulu nous léguer, mais qui vont nous léguer malgré eux. Ils vont nous léguer la confiance ou le doute, ils vont nous léguer la décontraction ou le stress, ils vont transmettre des valeurs, des croyances, alors positives ou négatives. Mais en tout cas, c'est des choses qui appartiennent à nos parents et qui ne nous appartiennent pas forcément. On a vu il y a très peu de temps dans la paracha Lech Lecha, hein, Abraham, on lui dit Lech Lecha, va pour toi, deviens-toi, c'est-à-dire construis-toi. Ok. Et donc il y a un tri nécessaire à faire, justement parmi toutes ces choses qui m'ont été imposé. Quand je suis un enfant, ça vient à moi et j'en ai besoin d'ailleurs, j'en ai besoin pour me construire, mais voilà, il y a un tri nécessaire à faire pour ne pas être les clones de nos parents. Et on a un très bel exemple aussi, toujours dans la Torah, hein, les Avot, ils ont su garder l'essentiel du message, la vérité immanente, la vérité d'Hachem, ça, ils l'ont gardé, ils ne l'ont pas rejeté, mais aussi, ils ont su être eux. Abraham, il était toute bonté. Yaakov, il a gardé le message, il ne l'a pas envoyé balader, mais il s'est réalisé comme lui il était parce qu'il était toute rigueur, il était dans la loi, dans le din, d'accord. Et puis, à nouveau, Yaakov, il a gardé aussi ce qu'il pensait être juste, et puis il a fait l'équilibre des deux. Donc, il y a moyen de se positionner par rapport à ces choses-là qui nous dépassent et qui sont des choses qu'on a reçues. La troisième chose aussi qui nous dépasse, c'est nos expériences. On ne choisit pas le programme. Et souvent, on trouve même qu'il est inadapté. Si on pouvait écrire un petit mail, non, ce n'est pas ça que j'aurais choisi. Mais on ne peut pas. D'accord. Et il y a souvent des gens qui disent bah oui, j'ai pas eu de chance, ou c'est la faute à ceci, ou c'est la faute à celui-là. Alors, même si on ne choisit pas le programme, il y a pourtant un constat que les réactions au sein d'une fratrie ne sont jamais les mêmes. Même si on prend une fratrie d'enfants comme on a chez nous, très rapprochée, d'accord, où on va dire que le schéma familial, le schéma parental, qui sont les parents, n'ont pas beaucoup évolué, n'ont pas beaucoup changé. Donc, on va dire que c'est presque un arrêt sur image, d'accord. Eh bien, chaque enfant va réagir différemment. J'avais une de mes patientes qui avait dû, nous gérer le décès de sa maman quand elle avait, je ne sais pas, elle était adolescente, je ne sais plus exactement, 13, 14 ou 15 ans. Et donc, elle avait une fratrie derrière. C'est elle qui a repris la responsabilité d'être la figure parentale. Elle s'est dit, mais il faut que j'assure, ils ont besoin de quelqu'un. Donc, elle a fait la figure de la mère. Et puis, alors évidemment que les autres enfants ont été aussi impactés par le décès de leur maman, ça va de soi, mais ils ont pu rebondir et du coup, ils n'ont pas du tout vécu la même histoire que cette sœur-là qui a pris tout sur elle. Une autre image que je donne souvent à mes patients, c'est deux enfants qui jouent sur la plage, tout va bien, tout à coup, ils n'ont pas vu une grosse vague arrive et les roule tête en bas, pied en haut, etc. Donc, il leur arrive la même chose. Il y en a un qui va ressortir de la vague, qui va éclater de rire et qui va foncer pour avoir d'autres rouleaux, et l'autre qui va hurler de terreur et qui ne remettra plus les pieds dans l'eau, sauf si on le force. D'accord ? Donc ça, c'est des facteurs qui nous dépassent et c'est quoi? On parle de l'équipement de chacun. On n'est pas équipé pareil, d'accord? On a une fenêtre de tolérance à l'intérieur de nous qui est notre degré de sensibilité. Okay, il y en a un qui va être énormément plus sensible que l'autre. Et puis l'autre qui va être, alors déjà c'est pas pareil les filles et les garçons évidemment, mais à l'intérieur, je veux dire sur un groupe de filles, il y en a une qui va être plus courageuse, l'autre qui va être plus apeurée, etc. Et puis c'est des finesses comme ça, et c'est des ressentis, les ressentis de chacun, ils sont
ils sont, comment dire, on ne peut pas les nier, ils ne sont pas niables. Si c'est le plein été, mais que je dis j'ai froid, mais c'est que j'ai froid. Alors on peut me dire, mais attends, on ne comprend pas, il fait 30 dehors, mais si j'ai froid, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, c'est peut-être parce que je suis malade. Mais si je dis j'ai froid, personne ne me dit, oh, mais non, tu n'as pas froid. Mais si j'ai froid, d'accord. Donc ça, c'est la fenêtre de tolérance de chacun, c'est l'équipement, c'est les sensibilités de chacun. Et puis, il y a une autre chose aussi qui nous échappe, ben, c'est la capacité de résilience de chacun. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité de rebondir après quelque chose qui nous est arrivé. On voit que, par exemple, deux personnes virées dans les mêmes conditions, peut-être injustes, ou comme on peut faire dans les boîtes actuelles maintenant, ne vont pas du tout réagir de la même manière. Il y en a un qui va perdre sa confiance en lui, être amer, et puis du coup, il ne va pas retrouver de travail parce qu'aux entretiens où il se présente, il va être dans la récrimination, dans le doute sur ses capacités. Et puis l'autre qui est viré, qui dit, bon, bah, pas grave, je vais monter ma boîte. Voilà. Ça, c'est la capacité de résilience de chacun et de rebondir. Donc, ça fait partie des choses qui nous dépassent et qui nous impactent aussi, qu'on ne maîtrise pas. Alors, il y a une autre marque que je voudrais faire dans ces choses qu'on ne maîtrise pas, c'est des expériences difficiles répétées. Même si elles sont étalées dans le temps, eh bien, ça va forger des croyances, heureuses ou malheureuses. Si par exemple, je travaille mais que je rate un contrôle, bon, moi, je vais dire, c'est la faute à pas de chance. Si une deuxième fois je travaille et que je le rate, je vais me dire, ah, ben, le sujet, franchement, il était trop compliqué. Si une troisième fois je rate un autre contrôle, je vais me dire, ben, je commence à douter de moi. Si une quatrième fois je rate encore alors que j'ai travaillé, je vais dire, je suis nulle. Et si une cinquième fois je rate, ben, je vais dire, ben, j'y arriverai jamais. Donc, même étalé dans le temps, comme ça, le programme qui nous est imposé, les choses qui nous arrivent, elles vont pouvoir forger des croyances négatives ou alors positives. Ça marche aussi, hein, si par exemple je vis dans une bonne classe, si j'ai des camarades qui sont sympas, qui prêtent, si quand j'ai une difficulté, j'ai quelqu'un qui va m'aider, si j'ai des adultes à mon écoute, si j'ai du succès dans ce que je fais, si j'ai des belles rencontres, eh ben, je vais intégrer des bonnes croyances comme quoi la vie est belle et que les gens sont gentils. Donc, il y a voilà, les deux côtés. Alors, à ce stade, on a mis donc en lumière qu'il y a 95% de parties de notre inconscient qui nous dirigent, qu'il y a beaucoup de facteurs qui dépassent notre volonté et qu'il y a des outils énergétiques qui existent et qui permettent de faire une prise en charge globale de notre conscient, de notre inconscient, de notre corps, de nos émotions et de nos cognitions, nos pensées. Comment se passe une séance de thérapie énergétique? On va faire une petite explication simplifiée. On va prendre un scénario un peu idéal, mais il y en a. Il y en a, hein, ça arrive même souvent. Je vous parle en l'occurrence d'une personne là qui avait développé une peur de conduire. Alors, la première chose, c'est que la personne va raconter les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Donc, elle va vous raconter, oui, j'étais sur l'autoroute, j'ai dû doubler un camion, mais au moment où je me suis engagée pour doubler, j'y arrivais pas, la voiture n'avait pas assez de puissance, et le camion, il tremblait, je me sentais aspirée, et j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir les mains moites, etc., etc. Et puis, bon, finalement, elle arrive à doubler, tout se passe bien, il ne s'est rien passé de grave, mais elle a eu tellement peur qu'elle va s'arrêter sur une aire d'autoroute et qu'elle va, comme ça, se calmer. Voilà, donc elle a raconté les circonstances. Après, on va examiner qu'est-ce qui reste des conséquences de cet événement qui est dans le passé, hein, on est bien d'accord, elle n'est plus sur l'autoroute. Hein. Qu'est-ce qui reste de ces conséquences pour elle au présent? Et bien là, la personne va dire, ben voilà, maintenant, je ne peux plus prendre l'autoroute parce que j'ai peur de doubler, j'ai peur dans les chemins étroits, quand je passe sur un pont, dans un tunnel, donc ça me handicape pour ma conduite et mon autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après?
on va faire fermer les yeux à la personne et lui faire revivre la scène. Deux cas de figure, quand la personne ferme les yeux, elle peut voir la scène devant elle, comme si elle regardait un petit film, ou la voir dans sa tête, mais elle n'est pas dans la scène. Donc, elle est dissociée de la scène, ou alors elle ferme les yeux et elle revit la scène, elle est à nouveau dans sa voiture en train de doubler le camion. D'accord ? On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. La première fois, si elle est dissociée, il y a quand même une certaine distance, donc les ressentis vont être moins forts. La deuxième fois, si elle est à nouveau dans la scène, eh bien, les ressentis dans le corps, dans les émotions, dans les croyances vont être plus forts. Néanmoins, que ce soit l'un des cas de figure ou l'autre, eh bien, il va y avoir deux boucliers qui vont faire que ça ne va pas être pareil que lorsque ça s'est passé dans le passé. Le premier bouclier, c'est qu'il y a l'alliance thérapeutique. La personne, elle n'est plus seule parce qu'elle est dans le cabinet et elle est en sécurité avec la personne, d'accord, avec le thérapeute qu'elle a choisi. Rappelez-vous que je vous ai dit, sans cette alliance thérapeutique, rien ne se passe. Okay, donc ça, c'est le premier bouclier. On est deux et on est là et énergétiquement, ça circule et il y a une présence rassurante. Et la deuxième chose, c'est l'outil énergétique qui va agir et qui va justement permettre de maintenir la personne qui revit cette expérience dans sa fenêtre de tolérance. D'accord ? Si on passe la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire qu'on ne gère plus rien, on ne gère plus dans son corps, on ne gère plus dans ses émotions, on ne gère plus dans ses cognitions, on est dans les définitions du traumatisme. Ce n'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui, mais donc on est soit en position haute, on va faire n'importe quoi, on va paniquer, soit en position basse, on est dans la stupéfaction. Donc l'outil énergétique plus l'alliance thérapeutique vont permettre à la personne de rester dans sa fenêtre de tolérance et de vivre la scène autrement. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire autant de passages que nécessaire pour que tout se calme. Alors, la personne, elle va noter elle-même ses ressentis, toujours aux trois niveaux, dans le corps, dans les émotions, dans les pensées. D'accord ? Elle va dire, ah ben là, premier passage, elle va dire, je sens que j'ai les mains moites à 8, et puis j'ai les jambes qui tremblent à 10, et j'ai envie et j'ai peur à 9. Bon, là, on est plutôt dans le trauma quand c'est des notes si élevées comme ça, parce que 10, c'est la maximale du ressenti négatif. Mais bon, et puis donc, au fur et à mesure des passages, ben, les notes, elles vont baisser parce que la personne, elle va sentir, grâce aux deux boucliers dont on a parlé, que les choses se calment dans le corps, dans les émotions, dans les cognitions. Et le but, c'est de faire autant de passages qu'il faut pour arriver à la neutralité de la scène qu'on avait connectée au début. D'accord ? Finalement, cette scène, comme un encéphalogramme plat, hein, vous savez, ça fait bip, 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 les choses comme ça, en fait, c'est tranquille, c'est neutre. Alors, il se passe différentes choses. Soit on revoit la scène, mais elle ne nous impacte plus du tout, ni dans notre corps, ni dans nos émotions, ni dans nos pensées. Soit la scène, elle disparaît, elle devient floue, elle disparaît totalement. Elle est remplacée des fois par autre chose. Et soit, par exemple, la personne, elle peut dire « Ah ben là, maintenant, je me vois sur l'autoroute en train de dépasser le camion et c'est tranquille. » Là, ça s'est tellement bien calmé que l'inconscient a déjà fait un pont sur le futur et il a déjà mis des compétences en place. Voilà. Donc, une thérapie réussie, c'est quand il n'y a plus de souvenirs impactants dans le passé. Et si il n'y a plus cette existence dans le passé des scènes qui m'ont impacté, alors il n'y a plus de problème dans le présent parce qu'on a coupé le lien. On a coupé le lien et donc au présent, on est libre. On n'a plus ces mémoires qui nous empêchent encore au présent de reprendre la route. Voilà, alors là, c'était un cas idéal. Tout n'est pas toujours malheureusement aussi simple. On va dire que c'est moitié-moitié à peu près, en général, de ce qu'on voit en cabinet. Même si on appelle ces thérapies des thérapies brèves, parce qu'elles sont rapides, comme je le disais au début, eh bien, il y a parfois un travail qui va devoir nécessairement être plus long.
Si on prend le cas, par exemple, d'une personne qui a eu une relation d'attachement complètement insécurisante, une mère pas disponible, peu sensible, facilement irritable, qui se met en colère, etc. Ben, cette personne, tout au long de sa vie, tous les jours où elle est en contact avec cette maman, elle va apprendre beaucoup de choses de ça. Elle va apprendre que bah, c'est pas la peine, je vaux pas la peine qu'on s'occupe de moi. Donc son estime va être impactée. Elle peut apprendre aussi qu'elle n'est pas digne d'être aimée. D'accord. Et donc là, ça va être sa capacité à se projeter dans les relations. Elle peut apprendre que la vie est compliquée, qu'on est toujours mieux quand on est seul avec soi-même, ou qu'on a intérêt à pas trop se faire remarquer parce que sinon ça crée des problèmes. Donc on peut apprendre plein de choses de tout ça. Donc une seule et même cause va pouvoir impacter, c'est comme une fleur avec le cœur et les pétales, va pouvoir impacter sur beaucoup de thèmes différents. Et du coup, la personne, elle a enregistré plein de choses et le travail, il va être compliqué, d'accord, pour aller redétricoter tout ça, tout ce qui s'est passé dans la tête. Et même si c'est faux, parce qu'en réalité, la personne, elle n'a pas compris en étant enfant que c'était l'adulte qui était déficient. Même si c'est faux, c'est comme ça qu'elle va le vivre. Et là, il y a quelque chose de très important à comprendre aussi pour écouter, même quand on n'est pas thérapeute, mais pour écouter nos enfants, pour écouter nos maris, nos amis, etc. En PNL, en programmation neurolinguistique, on dit « il n'y a pas de carte du monde ». Ah bon, il n'y a pas de carte du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma manière de voir le monde à moi, c'est avec mes lunettes à moi. Soit j'ai des lunettes roses, soit j'ai des lunettes vertes, soit j'ai des lunettes grises ou des lunettes noires. Ça veut dire que la manière dont je vis les choses, ce n'est pas la vérité Torah, Moshe Messinaï, avec quelque chose de... C'est pas une vérité en soi, c'est ma vérité. C'est ma vérité et on doit toujours partir quand on va voir une bonne écoute, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit simplement une amie, de la vérité de la personne. D'accord? Donc, dans ces cas-là, cette personne qui a eu cette maman tellement insécurisante et pas présente, etc., c'est sûr que le travail il va être beaucoup plus long parce qu'on va devoir aller repartir sur ses croyances à elle, ses visions du monde et on va devoir aller lui faire de la psychoéducation pour lui faire comprendre que c'est l'adulte qui était défaillant, que c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, etc. On va devoir lui faire acquérir des compétences pour qu'elle puisse se retourner différemment dans le passé et aller nettoyer les scènes, aller couper les liens avec ce qui s'est passé dans ses mémoires. On peut avoir aussi, dans les cas un petit peu plus compliqués, que le cas idéal dont je vous ai parlé en premier, des réactions disproportionnées. Je pense par exemple à cette patiente qui me racontait qu'elle était assise à une table dans une réception avec son mari, donc à une table d'amis, d'accord. Tout à coup, son mari qui était près d'elle se lève pour aller dire bonjour à une connaissance, et puis elle pense qu'il va revenir tout de suite, mais ça dure, il ne revient pas. Et là, tout à coup, le temps passe, et elle se fige. Elle est dans la tristesse, elle est dans « je suis toute seule au monde », elle est à une table d'amis, je vous rappelle, elle n'a pas l'idée de parler avec ses amis à elle, même si son mari est allé parler à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas non plus l'idée de se lever et de rejoindre son mari qui est à quelques pas et de dire « alors, tu me présentes », etc. et de finalement d'aller le rejoindre. D'accord ? Donc, quand on est dans une situation comme ça qu'on vous rapporte où on voit que les réactions ne sont pas du tout adaptées, ne sont pas du tout normales, qu'il y a trop de réactivité, eh bien, c'est toujours la marque que la personne ne vit pas la situation présente, mais qu'elle vit une situation conflictuelle, enfin une situation difficile du passé et qu'elle la revit maintenant. Alors, il faut expliquer que le cerveau, tout du moins l'inconscient, il marche, il fonctionne par association symbolique.
C'est la Madeleine de Proust que tout le monde connaît. Hein. Si je mange une Madeleine que je mangeais à mon enfance, le goût, le fait de manger ce goût, il va me reprojeter dans ces journées d'enfance où je mangeais les Madeleines. Ça peut être une association aussi par la vue. D'accord. Si je vois la mer, ça peut très bien me rappeler mes vacances très sympathiques avec tous mes cousins, etc. Ou ça peut me rappeler la fois où j'ai failli me noyer. D'accord. C'est une association. Et pourtant, tu n'es pas en train de te noyer à nouveau, tu es juste en train de te promener sur une promenade au bord de la mer. Non, ça peut me rappeler ça, parce que mer égale cet événement-là, heureux ou malheureux. D'accord. Les sons aussi. Quelqu'un qui parle fort et vite, ça peut me rappeler mon coach qui m'a fait gagner des compétitions, etc. Ou ça peut me rappeler ma maîtresse qui me hurlait dessus. Et du coup, voilà, c'est toujours ces associations qui se passent, le toucher aussi. Une caresse, ça peut me rappeler les câlins de ma mère, ou ça peut me rappeler une main baladeuse dans le métro. Voilà. Donc, le cerveau, il fonctionne en association. Et quand on voit qu'une personne a des réactions disproportionnées, c'est bien qu'elle est à nouveau dans le passé. Alors, en parlant avec cette personne, le fait qu'elle a décrit qu'elle se sentait seule, abandonnée, pas comprise, qu'il y avait des bons moments qui étaient gâchés, qu'elle ne pouvait pas vivre les bons moments avec son mari, qui était à 2 pas en train de parler avec une personne d'autre, eh bien, on a retrouvé une scène où elle n'était pas comprise par sa maman, qui exigeait toujours des choses qu'elle trouvait injustifiées, etc., etc. Et donc, des scènes d'incompréhension et de coupure avec sa mère qui la faisait beaucoup souffrir. Et en fait, l'association du cerveau a fonctionné comme ça et elle a revécu des choses qui étaient pas à leur juste valeur. Alors, quand c'est comme ça, on va dans la scène du passé, on nettoie la scène du passé avec la maman, les émotions, etc., tout ce qu'on a vécu. Et la plupart du temps, quand on revient dans la scène du présent, elle a perdu tous ses impacts négatifs et la personne voit elle-même, elle comprend dans son corps, elle revit que mais non, mais la scène, elle est tranquille maintenant. Là, elle est à nouveau dans la scène, dans le présent. Mais oui, mais je peux parler à la copine qui est à la gauche, ou je peux me lever. Et souvent, les yeux des patients, ils s'écarquillent et souvent, ils rigolent parce que c'est la fameuse compréhension du corps dont je vous parlais au début. D'accord ? J'ai compris, je vis ça, je vis cette libération. Voilà. Alors, il y a d'autres écueils au bon fonctionnement des thérapies énergétiques, parce que ce n'est pas que magique et ça ne marche pas tout le temps. Il y a encore quelque chose qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle les intérêts secondaires, inconscients à la souffrance. C'est un peu bizarre de parler d'intérêts secondaires, mais c'est comme ça que c'est nommé. Par exemple, une loyauté familiale. Même si je suis très malheureuse dans ma vie et que je souffre de ce malheur, inconsciemment, je peux me dire, ma mère, elle a été tellement malheureuse que moi, je n'ai pas le droit d'être heureux. D'accord ? Ça, c'est un des écueils. Un autre écueil, ça peut être abandonner un statut. Si, par exemple, je me pose toujours en victime, et si je suis une victime de mes parents qui m'ont maltraité, etc., même si j'ai souffert de ça, puisque je suis une victime, on s'intéresse à moi, on me prend en charge, j'ai des bénéfices de ça, je suis entourée. Donc, ça peut être la difficulté inconsciente à quitter ce statut. Et puis, il peut y avoir aussi des situations idéales qui ne reviendront jamais. Et il peut y avoir un refus de faire son deuil de ça. Si, par exemple, j'ai une patiente qui a cru qu'un garçon qu'elle aimait beaucoup était amoureux d'elle. Et elle a vécu des moments d'échange très, très intenses, elle a partagé des moments très sympathiques, etc. Même si elle était très jeune, hein, il n'y avait rien, tout était caché, etc. Elle pensait qu'il était amoureux. Et au moment où elle lui a avoué son amour, je ne sais combien de mois et 2 mois après, lui il a dit, mais tu sais, non, c'est comme frère et sœur, quoi. C'est copain-copain. Et donc, là,
il y a cette situation idéale qui est brisée, cet espoir, cette espérance, et de faire le deuil de ça, c'est d'accepter de jamais y retourner. Donc souvent, il y a des gens qui préfèrent vivre dans le déni et qui préfèrent souffrir, mais rester dans leurs souvenirs, ne pas toucher aux souvenirs et ne pas les abîmer, et avoir comme ça cette fixité de ce que j'avais projeté, ce que je croyais qui était vrai. Voilà. Donc tout ça, ça s'appelle des inversions psychologiques et qui freinent effectivement les moyens, mais bon, ça existe. On a des outils aussi pour un peu les contourner. Mais voilà, ça rend les choses un peu plus compliquées. Alors, je n'ai pas arrêté de vous parler d'outils énergétiques. Je vais peut-être vous donner quelques explications schématiques, hein, très rapides. Ce n'est pas une formation pour devenir thérapeute. Alors, le plus connu de tous, c'est l'hypnose. D'accord ? C'est le plus ancien, le plus connu. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'hypnose ? C'est que, eh bien, c'est un état dissocié où je vais mettre de côté le rationnel et je vais contourner mon mental pour accéder à l'inconscient. Alors, souvent les patients, ils ne pensent pas qu'ils sont en hypnose. Ils se disent, mais c'est pas du tout ça, l'hypnose. Je vais vous raconter ma première expérience d'hypnose quand j'ai fait ma première formation et qu'on a posé la première induction. On travaillait en binôme comme ça. Donc, moi, j'étais la patiente et l'autre, c'était le thérapeute. Et la prof, elle nous avait tout expliqué. Elle nous avait dit, voilà, celui qui joue le thérapeute, il va vous faire donc rentrer en hypnose. Il va vous donner l'ordre de compter jusqu'à 10. Simplement, vous allez oublier de compter le 6. Vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Alors, on avait tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai fermé les yeux. Le thérapeute apprenti m'a fait rentrer en hypnose et j'avais une petite voix dans la tête qui me disait mais n'importe quoi, ça va pas le faire du tout, quoi. Je sais très bien que je vais le dire le 6. Et ben je ne l'ai pas dit. Et pourtant j'avais cette petite voix, je suis pas en hypnose, je savais pas ce que c'était d'être en hypnose, c'était la première fois. Je suis pas en hypnose, je vais pas le. Alors il y avait en fait deux choses. Il y avait une fois on devait compter les yeux fermés. Je me souviens, ça me revient maintenant. Et une fois, on devait ouvrir les yeux. Donc, pour moi, ouvrir les yeux, on sortait d'hypnose, on n'était plus en hypnose. Et le copain nous montrait les mains, et il faisait comme ça, et on ne disait pas le 6. Donc, moi, je ne croyais absolument pas être en hypnose. N'empêche que j'étais obéissante les 2 fois et que j'ai zappé le 6. Donc, l'hypnose de cabinet, ce n'est pas une hypnose de spectacle. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir des spectacles d'hypnotiseurs, mais c'est très impressionnant. Il fait monter des gens sur scène, il leur fait danser le French cancan ou les remettre dans la position du bébé, du fœtus, on les voit geindre ou simuler l'accouchement, ou etc. etc. On a l'impression qu'on fait des gens ce qu'on veut. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on ne fait monter sur scène que ce qu'on appelle des somnambules. Les somnambules, c'est des gens qui sont très facilement hypnotisables et qui vont très loin dans l'obéissance. Tout le monde n'est pas somnambule. Et on n'a pas du tout besoin de ça en cabinet pour faire le travail. D'accord ? Si je ferme mes yeux et que je fais abstraction de ce qui est autour de moi et que je suis à nouveau dans la scène, que j'ai des ressentis dans mon corps, dans mes émotions, des pensées en lien avec ce que je vis, eh ben, je suis en hypnose. Pas profonde, mais je suis en hypnose et ça suffit pour faire le travail. OK ? Voilà. J'ajouterais qu'il n'est absolument pas possible d'hypnotiser quelqu'un qui ne lâche pas prise, qui ne veut pas lâcher prise. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire je veux travailler en hypnose. C'était en général des hommes. Et il était impossible de les hypnotiser parce qu'ils ne lâchaient pas prise, ils étaient trop dans le rationnel, trop dans le mental. Alors, le deuxième outil énergétique dont je voudrais vous parler, c'est l'EFT. Ce sont les initiales de Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions, et qui fonctionne par acupressure sur les points énergétiques. C'est un peu comme de la médecine chinoise, sauf que nous, on ne va pas planter d'aiguilles, on va faire des tapotis comme ça
sur différents points. Chaque point correspond à un organe, chaque organe correspond à des émotions. Donc, on va agir sur la peur, la tristesse, l'impuissance, etc. Et donc, avec cette action qu'on va avoir sur le corps, d'accord, avec sur les différents méridiens qu'on va atteindre, avec cette action qu'on va avoir sur le corps, on va faire baisser, là encore, tous les ressentis très rapidement d'une personne. Alors, l'avantage de l'EFT, c'est qu'on peut très vite être autonome. Même les enfants, ils savent tout de suite faire de l'EFT tout seuls et qu'on peut très bien gérer tous les petits bobos de la vie, du genre je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une déception, ça va me plomber toute ma journée. Et même les mots physiques. Des fois, moi, j'ai mal à la tête, je fais de l'EFT, ça passe, ou j'ai mal au ventre. Parce que souvent, ces symptômes physiques sont le dévoilé de quelque chose qui est à l'intérieur et dont on n'a pas conscience. Donc, en faisant de l'EFT, on fait souvent passer le mal de ventre, le mal de tête, les choses comme ça. Alors, ma première, enfin non, pas ma première expérience, je ne vais pas vous le raconter, elle est trop longue, mais j'ai eu une expérience très rigolote une fois en EFT quand j'étais dans des écoles et qu'on sortait ces fameux élèves qui n'avaient absolument pas du tout envie de me voir. Alors en plus, vous imaginez, l'EFT, on fait ça. Donc on a vraiment l'air d'un débile mental, il faut dire ce qu'on est. D'accord. Après, on fait ça, et on fait ça, on a l'air d'un singe. Donc imaginez, on m'amène une adolescente qui ne voulait pas rentrer en cours, qui avait décrété que ce prof de physique-là, c'était la rentrée, hein. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle ne voulait pas aller rentrer au cours. C'était un prof terrible, qu'elle ne voulait pas le voir, etc. En parlant avec elle de manière rationnelle, je lui dis, mais tu le connais? Elle me dit, non, je ne l'ai jamais eu. Je lui dis, mais tu es déjà allé en cours et tu as fait quelque chose? Non, je n'ai jamais eu. Et j'irai pas, et on ne peut pas m'obliger à rentrer en cours. Et elle était, vous savez, comme les adolescents peuvent être, etc., etc. Donc, toutes mes questions rationnelles ne servaient à rien parce qu'elle était dans l'émotion plus. Alors, imaginez, je lui dis, on va faire de l'EFT. Elle me regarde comme ça. Elle dit, tiens, mais où est-ce que je suis tombée? Je dis, écoute, de toute façon, toi et moi, on est coincés. Tu n'as pas envie d'être là. Moi, je n'ai pas envie de te recevoir parce que je ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas envie. Donc, au moins, écoute, on essaye 10 minutes. Si ça ne marche pas, tu sors et moi, je vais dire à la surveillance qu'on passe à autre chose. Eh bien, elle a fait de l'EFT et elle était là. Et le prof, c'est un ceci, et c'est un cela, et je ne rentrerai pas en cours, et personne ne pourra m'obliger, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure des rondes comme ça, elle devenait de moins en moins vindicative, elle se calmait, elle savait plus quoi dire, etc. Puis tout à coup, elle s'arrête et puis elle me dit, mais comme quelqu'un qui se réveille, hein. En fait, je peux essayer de rentrer une fois. Et elle se lève et elle s'en va et elle rentre en cours. Donc ça, c'était absolument incroyable. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi de l'EMDR. C'est souvent, vous en avez entendu parler, c'est les médecins qui la pratiquent, les psychiatres. Qu'est-ce que ça veut dire EMDR? Excusez-moi pour l'accent à l'avance. Ça veut dire Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Excusez-moi pour les anglicisants. Je traduis désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. Donc, on va désensibiliser, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, toujours on désensibilise, on fait baisser et on reprogramme parce qu'on met un souvenir nouveau. Hein. À la fin, c'est les choses qui ont changé. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est les yeux qui bougent et qui vont suivre les mouvements du thérapeute. Donc, la tête ne bouge pas, que les yeux bougent dans un sens et dans un autre. Et en fait, si vous avez déjà regardé un enfant dormir ou même un adulte, vous voyez que quand il dort, les yeux, ils bougent. On le voit, hein, sous les paupières. Pourquoi? Parce qu'il suit son rêve. Et donc, on a compris, un peu par hasard, l'histoire de l'EMDR, c'était par hasard, comme souvent des belles découvertes qui sont faites par hasard, qu'en bougeant les yeux, on avait accès à l'inconscient, au rêve et à l'inconscient. Alors, je peux vous raconter l'histoire de ce jeune garçon qui m'avait été adressé. Il était en 6e et il venait me voir parce que les profs disaient qu'il était trop à part. Alors, il était très moqué parce qu'à la récréation, il ne voulait pas jouer au foot.
Et il était qu'avec les filles, donc on le traitait de choses que je ne dirais pas ici, charmantes, etc. Et il y avait en particulier 2 meneurs de classe qui se moquaient énormément de lui. Et quand on a parlé comme ça, quand on a échangé, il m'a dit, donc il avait redoublé sa 6e. Il m'a dit, oh, de toute façon, maintenant, ça m'est égal, c'est fini, parce que de toute façon, ils sont même plus dans ma classe, ça ne me fait plus rien, je ne les vois plus, ils ne s'occupent plus de moi. Sauf qu'en faisant de l'EMDR et en accédant donc à ce qui se passait dans son inconscient, il a fait un scénario comme quoi ces 2 copains-là avaient grandi, lui était copain encore avec eux, donc il y avait 3 couples, ils étaient mariés et ils projetaient de tous partir vivre ensemble aux États-Unis. Donc ça, c'était au fur et à mesure. Hein. Donc c'est au fur et à mesure que les choses sortaient de l'inconscient. Donc ils se sont installés tous les 3 dans 3 maisons différentes. Et un beau matin, il se lève et il voit les 2 maisons de ses copains fermées. Il s'approche, il regarde, et puis les maisons vidées. Et en fait, ils étaient partis. Il y avait une trahison. Il l'avait installé là-bas tout seul et ils avaient déménagé. Ils étaient partis sans laisser d'adresse. Et la chose suivante donc vous voyez, il pensait avoir pardonné, il pensait que donc, mais ces garçons-là étaient encore méchants. Et la chose suivante qui est sortie de son inconscient, c'était que, en se sauvant, ils avaient pris l'avion et malheureusement, cet avion s'est écrasé et ils sont morts. Donc lui-même a été très, quand il a dit ça, il a été très impacté en disant mais. Et en fait, ce qu'il avait à l'intérieur et dont il n'avait pas conscience, c'était qu'il avait une telle rancœur qu'il voulait même les tuer. D'accord ? Et ça, c'était ce scénario inconscient qui était là-dedans. Voilà à quoi permet d'arriver le MDR. Le dernier outil dont je voudrais vous parler, c'est la logosynthèse. Pour moi, c'est le plus incroyable des outils. Parce qu'en fait, il n'a aucune action apparente sur le corps. Ni on fait de l'acupressure, ni on bouge les yeux, ni on va faire une dissociation et mettre, comme en hypnose, arriver à faire descendre les ondes pour être dans un état de transe, etc. Juste, on va travailler avec les mots et avec un travail énergétique. Les mots vont mettre en marche un travail énergétique. Pour moi, c'est comme « et que la lumière soit, la lumière fut ». C'est vraiment très spirituel. Donc, c'est un travail énergétique. Le Maharal de Prague, il nous explique que la guérison, c'est la circulation des flux, la bonne circulation des flux énergétiques dans le corps, dans le cœur, et dans l'esprit. Donc, on retrouve les 3 niveaux dont on parlait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe en logosynthèse ? Eh bien, on lance 3 phrases pour des libérations énergétiques. La première phrase, c'est un travail pour récupérer notre énergie et la remettre à sa juste place en nous. La deuxième phrase, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un travail pour se libérer des énergies qui ne sont pas à nous. Quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous impacte, il nous envoie des choses qui ne sont pas à nous. Donc, le deuxième mouvement, c'est de se libérer donc, de toutes nos cellules, de tous nos corps, de notre espace personnel, de cette énergie qui n'est pas à nous et de la remettre à sa juste place. Et la troisième phrase, c'est un travail sur l'énergie qui est bloquée dans nos réactions. Parce que voilà, il se passe des choses, j'ai peur de conduire ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on va récupérer cette énergie bloquée dans nos réactions et éventuellement aussi bloquée dans le passé. Alors, les réparations qui se font en logosynthèse, elles sont extrêmement poétiques, extrêmement symboliques et spectaculaires. On peut avoir des gens les yeux fermés. Alors,
les yeux fermés, c'est en silence, en principe. Et après, il y a un partage quand les 3 phrases sont finies. Les gens vous racontent qu'ils ont vu des lumières arriver, les pénétrer, les envahir, des chaleurs, ou alors des fumées sortir de leur poitrine, des fumées noires, des choses sales sortir de leur corps. Il peut y avoir des mains qui attrapent pour pousser vers le bas, ou alors pour tirer vers le haut. Ils se retrouvent sur des nuages à flotter, ou alors dans des toboggans, ils glissent, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Donc il y a des choses positives, des choses négatives. C'est vraiment, c'est très varié, et ça peut être très prosaïque aussi. Il peut y avoir des envies de vomir, des boules coincées dans la gorge. En tout cas, on voit vraiment avec cet outil-là la magie de l'inconscient, et on voit aussi que chaque personne est unique, et que son inconscient est unique, et qu'il va lui apporter les solutions adaptées à lui. D'accord? Et les patients, souvent, quand ils rouvrent les yeux, ils sont toujours étonnés, ils me disent, mais c'est quoi ces images? C'est quoi? C'est votre inconscient. C'est votre inconscient. Et c'est toujours des solutions adaptées aux personnes. C'est vraiment... là, moi, je suis au spectacle. Hein. C'est extraordinaire. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a besoin d'avoir autant d'outils. Et encore, je vous en ai cité que quelques-uns. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y en a bien plus. Ils sont tous fondés sur la PNL, la programmation neurolinguistique, et les connaissances du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une image reconstruite, quand je suis vraiment dans l'abstraction de ce qu'il y a autour de moi, et que je suis dans les ressentis, dans le corps, dans les émotions, dans les cognitions, et que je vais revivre une image, ou que je vais projeter une image nouvelle, je vais me projeter dans une situation. Le cerveau ne fait pas la différence entre cette image construite ou reconstruite et la réalité. Alors c'est génial, mais ça marche dans les deux sens. L'impact des images sur nous, il est énorme. Et il sert aussi pour la réparation, parce qu'on va créer de nouvelles images. Et donc, tous les outils sont basés sur la PNL. Alors, comment on choisit les outils qu'on va employer? Selon la spécificité connue et reconnue de la méthode. Aussi selon le feeling, parce qu'on a un peu l'habitude de sentir. Mais des fois, on se trompe. J'avais une jeune fille qui avait vécu un accident de voiture très impressionnant, avec des tonneaux, des rouleaux, etc. Ils auraient... Bon, et c'était vraiment la main de Dieu sur eux. Finalement, tout le monde s'en est sorti avec pratiquement rien, ou que des petits bobos. Mais elle avait développé une phobie de la voiture. Elle ne pouvait plus prendre le car pour aller à l'école, monter dans la voiture avec ses parents, etc. Alors, je me suis dit, bon, alors là, c'est vraiment le MDR, c'est un choc, c'est le choc post-traumatique. Donc, j'ai fait des séances de MDR. Ça ne marchait pas. Son père me disait non, elle a toujours aussi peur. Après, je me dis, OK, alors on va faire de l'EFT. J'ai passé plusieurs séances à faire de l'EFT, etc. Et ça se calmait en séance. Ça avait l'air de fonctionner. Et après, ça remontait. Alors, à un moment, j'ai dit au père, écoutez, je suis désolée, peut-être qu'il n'y a pas une bonne alliance thérapeutique entre nous. J'essaye encore une dernière fois, mais après, si ça ne marche pas, j'arrête. Et cette fois-là, on a fait de l'hypnose. Je ne l'avais pas fait avant avec elle. Et du coup, ça a très bien marché. Et comment ça s'est passé? Mais vraiment, on n'est pas repassé par les scènes. Elle a fait un baluchon avec toutes ses peurs, ses souvenirs, etc., etc. Elle a mis le baluchon dans un comment on appelle ça, un ballon voyageur, et le ballon voyageur s'est envolé, et toutes ses peurs avec. Et elle est sortie de la séance, elle est montée avec son père en voiture, et son père m'a envoyé un message après en disant, mais c'est incroyable, elle chantait dans la voiture, elle a mis de la musique. Voilà. Donc, des fois, on croit que c'est le bon outil, mais ça l'est pas. En tout cas, tous les outils marchent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, on se dit celui-là est plus adapté, ou parfois on se dit je vais prendre celui-là parce qu'il est plus adapté
à la personne. Par exemple, le MDR que les gens connaissent, ils savent que les médecins pratiquent, ben, ça sera plus rassurant parce que c'est quelque chose de médical, de prouvé. D'accord? Le FT, qui n'était pas du tout médical et qui maintenant, grâce à la ténacité de nos formateurs et des expériences, qui a prouvé vraiment et qui a fait ses lettres de noblesse et qui commence à être enseigné maintenant dans les facs et dans les écoles de médecine, bah, on va peut-être le faire sur quelqu'un qui est plus rationnel. Parce que bon, après tout, c'est comme la médecine chinoise, on fait une action sur le corps, d'accord? On peut dire ça. L'hypnose, on va l'employer que si c'est quelqu'un dont on pense qu'il peut lâcher prise. Et puis la logosynthèse, sur quelqu'un dont on pense qu'il est vraiment spirituel, ouvert au quantique, au moi supérieur, à l'intelligence universelle. Voilà. Il y a des gens pour qui ça ne marche pas du tout. Parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ce truc? Je suis chez un gourou ou pas? Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres outils. Je voudrais juste dire un mot sur ces autres outils qui ne sont pas des outils où on va verbaliser. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout accessibles à la parole, qui ne sont pas dans le lien et qui ne veulent pas dire. Et du coup, il existe plein de choses. Je ne citerai que la kinésiologie, où le corps parle pour nous, d'accord, et où le corps va faire des libérations. Et puis aussi l'intégration sensorielle, où on va être juste dans le ressenti. Quelqu'un qui va dire, j'ai une boule dans le ventre, elle ne me quitte pas, elle est toujours là, etc. Ok, alors on va se centrer sur cette boule. Juste, tu ne parles pas. Tu ressens ta boule et il va se passer des choses. La boule, elle va bouger, elle va se transformer, elle va prendre d'autres couleurs, elle va faire d'autres choses dans le corps. Et ça, c'est des choses qui marchent très bien. Aussi, l'éthiomédecine que je découvre sur moi-même, où il va y avoir des libérations du corps. Ça, c'est pour des gens qui ne sont pas accessibles à la parole, qui ne sont pas dans la relation, dans le partage. Alors, je vois que le temps avance, je vais essayer On est presque à la fin. Je ne sais pas si j'ai perdu beaucoup de monde et si vous avez toute mal à la tête ou pas. Bon, ok. Je voudrais vous parler du bon état d'esprit pour entamer un travail énergétique ou de la bonne kavana. Alors, quand un patient arrive, il va parler de tout. Il va parler de son histoire de vie, il va parler de lui, il va parler des autres. Mais après, quand on commence le travail, on doit se recentrer sur soi et ne travailler que sur soi. Moi, j'ai un stylo, il est parfois joli, mais je n'ai pas de baguette magique, d'accord? Et je ne peux pas changer la situation ou je ne peux pas changer l'autre. Et en thérapie énergétique, on va changer son ressenti personnel, ses réactions, sa vulnérabilité, ses croyances. Voilà. Et la plupart du temps, en se changeant soi, en travaillant sur soi, eh bien, il y a un effet rebond, c'est que l'autre y change et que la situation n'est plus la même. Vous savez que les maîtres de l'éthique juive, quand ils parlent de couple ou quand ils parlent de chinour, d'éducation des enfants, ils ne demandent pas de changer l'autre. Ils disent qu'il faut faire un travail sur soi, hein, les Baal et Moussard. La Torah aussi, elle dit tu ne haïras pas ton frère en ton cœur et tu ne garderas pas rancune. C'est ce qui se passe quand voilà, on a travaillé sur l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est lui qui devrait changer, mais qu'on n'a pas travaillé sur soi. Je voudrais juste vous dire la fin de l'histoire de ce garçon qui était moqué, qu'on traitait de fille efféminée, qui a fait le scénario où il faisait un crash dans l'avion de ses copains, où il a été surpris lui-même. Il s'en va et il revient la semaine d'après. Et je lui dis comment ça va? Il me dit oui. T'as des choses à me dire? Il me dit non. Puis il me dit ah si, je voulais vous dire. Le lendemain à l'école, il me raconte que les deux moqueurs sont venus vers lui à la récréation. Et là, il s'est dit oh là là, non, encore il recommence. Mais pourquoi il venait plus me voir? Et ils s'approchent de lui et lui disent tu sais, on te doit des excuses. On voudrait te demander pardon. Alors lui dit non, vous ne me devez pas d'excuses. Si, on a été méchants avec toi. On ne savait pas. On vient de s'en rendre compte. Et ça, c'était le lendemain.
de quand ce garçon-là a posé sa rancœur, a posé sa colère tellement forte qu'il voulait les faire mourir dans un crash d'avion. Il n'en avait pas conscience, mais il avait gardé cette haine et cette rancœur dans son cœur. Donc ça, c'est la magie aussi des thérapies énergétiques, qu'en travaillant sur soi, eh ben, on est penché, quand on se redresse, eh ben, les autres arrivent. On n'a pas à travailler sur l'autre, mais la situation se redresse et se remet dans un mouvement qui est positif. Bon, j'avais un autre exemple à vous donner, mais je vois que le temps est long. Je vais vous parler de la bonne posture du thérapeute. Parce que donc, il y a une bonne kavana pour le patient, mais il y a aussi une bonne posture pour le thérapeute. Le thérapeute, ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un maître à penser et ce n'est pas lui qui détient la vérité. Le thérapeute, c'est vraiment un accompagnateur, presque un technicien qui a les outils. C'est celui qui a l'expérience et qui a l'empathie. Et le thérapeute, il est simplement une aide pour faire émerger les solutions de chacun. On a vu tout à l'heure, quand je vous citais des choses en logosynthèse, que chacun a ses images, chacun a ses ressentis. Nous, on est là, on ne va pas dire les choses, on va juste aider à les faire remonter à la surface. Et la bonne posture du thérapeute, c'est une posture basse. C'est de dire que je questionne, j'aide à faire surgir les choses, je suggère. Voilà. Et la personne, elle attrape ou elle n'attrape pas. Alors, il y a des fois où, effectivement, on va plus se mettre en avant que d'autres. C'est par exemple quand une personne est en danger. Quand il m'arrive de recevoir des femmes qui ont été détruites par des pervers ou des manipulateurs et où je vois qu'elles sont suicidaires, là, il faut protéger. Il faut dire, vous savez, vous ne pouvez pas rester. Vous êtes en danger. Vous devez partir. Vous devez vous mettre à l'abri, vous et vos enfants. Ou quand il y a des jeunes qui sont en danger, là, il faut parler aux parents. Ou quand il y a des jeunes qui sont toujours avec quelqu'un qui est un agresseur, qui est encore là. Là, il faut prévenir les autorités et puis le protéger. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Je vais juste vous raconter une petite histoire d'une de mes patientes qui voulait à tout prix sauver son couple. Et franchement, elle décrivait un mari qui était paresseux. Il travaillait peu ou pas. Il fumait, il se droguait. Il était sur des réseaux terribles. Ça marche là encore ou pas? Parce que je vois... Ça marche? Oui? D'accord. Je crois que c'était... D'accord. Et donc, moi, dans mon fort intérieur, quand elle me disait « je veux me battre, je veux que mon mari me change, etc. » je me disais « mais je ne comprends pas pourquoi elle ne part pas. » Moi, je me disais « je n'aurais jamais supporté une situation pareille. » Mais je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas mon rôle. Elle voulait à tout prix se battre, à tout prix sauver son couple et je l'ai accompagnée là-dedans. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de déception, mais elle était là, elle en voulait, elle se battait. Mais au final, alors que son mari, c'était quelqu'un qui ne communique pas du tout, parce que dans son histoire personnelle, il n'avait pas appris, il avait une mère très froide, etc. C'était aussi pour ça qu'il se droguait et qu'il était dans le déni de ses propres souffrances. Eh ben, elle a tout débloqué. Elle a réussi à faire que son couple communique. Elle a sauvé son mari, elle s'est sauvée. Et vraiment, je l'ai donnée perdante. Si je m'étais imposée, si j'avais dit, mais enfin, madame, ouvrez les yeux, etc., c'est pas raisonnable. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que le thérapeute, il est dans une position basse et modeste. Voilà. On va arriver à la conclusion. On a dit beaucoup de choses, peut-être beaucoup de techniques, peut-être trop de choses. Si on avait juste une à retenir, ce serait que aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de bons outils pour aider les gens à souffrir de leur mal-être et de leur souffrance. Et qu'il n'y a pas de raison de pas essayer. On traverse tous des moments difficiles. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
on prie pour ne pas avoir d'épreuves. Mais on dit l'onisayon, mais c'est quand même dans l'épreuve qu'on se construit et c'est souvent le programme qu'on a. Alors, plus ou moins, de manière sismique ou pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait normal d'avoir de l'aide à demander. C'est comme si, enfin, ça ne deviendrait pas à l'idée de quelqu'un qui a une carie de se dire voilà, c'est honteux quand même, j'ai une carie, non, je vais gérer tout seul, je ne peux pas aller chez le dentiste. Enfin, voilà. Des fois, on a mal aux dents et des fois, on a mal au cœur. Et c'est pas plus honteux d'aller chez le dentiste que d'aller chez le thérapeute. Moi, je trouve que les gens qui consultent sont des gens courageux, sont des gens qui veulent le changement, sont des gens qui sont clairvoyants pour arriver à se dire que, ben voilà, j'y arrive pas tout seul et j'ai envie d'y arriver. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. On a tous des passages obligés avec des maladies ou des deuils de nos proches. On doit gérer la souffrance de l'autre. On doit gérer son impuissance face à la souffrance de l'autre, face à notre propre impuissance et notre propre souffrance. On doit aider à accepter un deuil. On a tous des difficultés relationnelles, que ce soit dans le couple, avec la belle-mère, la belle-sœur, d'accord? Et on a tous des sentiments d'injustice, de colère, d'impuissance. Tous la tentation des fois de monter au combat et de faire tout exploser. Ou alors des changements de vie à gérer qui sont parfois même heureux, un mariage, une grossesse ou un accouchement. On a vu dans la conférence de Claire Dahan, qui est spécialisée en périnatalité, que même ces événements-là, ils sont parfois bouleversants, ils sont parfois déstabilisants et qu'on a besoin d'être aidé. Donc, même les événements heureux, la construction d'un couple, je peux avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne épouse, un bébé qui arrive de ne pas être une bonne maman. Voilà. Donc, ce serait dommage de ne pas profiter de tous ces beaux outils, de toutes ces belles choses. Ceux qui veulent le changement, c'est les plus courageux. Et charité ordonnée commence par soi-même, c'est le dicton populaire. Vous savez, on ne peut pas construire un édifice très haut sur des bases qui ne sont pas fermes. La base qui est ferme, c'est moi. C'est moi. Si moi, je ne tiens pas debout, si je n'ai pas une bonne image de moi, comment je peux me faire aimer par mon mari si je ne suis pas sûre de mes qualités? Comment je peux donner le sentiment de compétence à mes enfants? D'accord? Si je dis à mes enfants de me respecter, mais que moi-même, je suis en bagarre avec ma belle-mère ou ma famille et que je montre que je ne veux pas faire la paix, il n'y aura pas de respect. Donc, il faut vraiment s'occuper de soi. C'est comme une pierre qu'on jette à l'eau, vous savez. Ça fait des ronds concentriques. Voilà. Ça diffuse et ça émane. Donc, voilà. Je voudrais juste vous dire que Hachem, il ne nous juge pas sur les résultats, il nous juge sur l'effort qu'on fait. Les Moussards, ils disent « Ouvrez-moi le chat d'une aiguille et je vous ouvrirai en grand les portes de Jérusalem ». Le petit effort qu'on va faire pour se construire, pour être en harmonie avec soi-même, pour être en harmonie avec sa famille, Hachem va le prendre et il va faire que le petit effort, il va le décupler. Et c'est ce que je vois. Vraiment, tous les jours dans mon cabinet, des yeshuot, des libérations incroyables. Et voilà, je ne peux que vous encourager à faire la démarche. Et je voudrais dire que je suis très reconnaissante aux maîtres du monde d'avoir créé des gens de génie qui ont inventé ou trouvé toutes ces méthodes. Et je suis très reconnaissante aussi d'être à ma place, ma petite place d'intermédiaire entre Hachem et la guérison spirituelle, émotionnelle des gens. Voilà. Merci d'avoir participé, écouté. J'espère que ça vous aura amené des ouvertures. On vient de vivre un moment exceptionnel. Alors, attends. Est-ce que tu m'écoutes? J'entends mal. Là, tu m'entends bien? Non, mais c'est pas grave. Si, remets le son chez toi parce que maintenant c'est toi qui vas parler, je pense. Donc, Voilà. Là, il est bien mieux. Est-ce que vous m'entendez? Non?
Toujours pas? Bon, voilà, je pense qu'il est tard. Je ne sais pas si jamais quelqu'un avait une question précise, quelque chose auquel je n'aurais pas répondu, je suis à votre disposition, si jamais vous voulez. Tu m'entends? Tu m'entends, Esther? Oui, je t'entends, Yardena. Esther, ça a été un moment magique qu'on vient de vivre ce soir avec toi, vraiment. Tu nous as fait, et la conclusion nous a vraiment réchauffé le cœur, mais du début jusqu'à la fin, ton cas, ta structure, ta trame était juste fantastique, remplie d'exemples, d'outils vraiment très concrets qu'on peut appliquer au quotidien. Je te remercie infiniment pour toute cette richesse que tu nous as offert, des termes, la terminologie, tout ça, vraiment, c'était extraordinaire. Et je suis sûre que toutes les participantes se joignent à moi pour te remercier et te féliciter pour cet exposé, parce que c'était juste fantastique. Merci infiniment, Esther. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on peut rebondir peut-être? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser une question? Alors, j'ai vu passer une question. Est-ce que je consulte en région parisienne? Oui, je suis à côté de Paris. Je suis à Saint-Cloud. Je ne sais pas si tu veux donner mon téléphone, Yardena, à celles qui ont envie peut-être de poser des questions ou d'avoir un conseil. Avec plaisir. Voilà. Je vais tout de suite mettre ton numéro de téléphone sur le… Voilà. Et n'hésitez pas, vous me contactez, je vous transmets les coordonnées d'Esther Rivka, c'est fait pour. Voilà, je le transfère tout de suite. Y a-t-il une question peut-être pour conclure? Bon, alors, merci. Je crois que tout le monde a mal à la tête et a hâte de quitter le Zoom. C'était magnifique, c'était vraiment fantastique. Malgré tout, c'était dense et bon, écoutez, voilà, peut-être que ça a besoin d'être digéré un peu. Merci de votre écoute, merci de ta confiance, Yardena. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Je crois que c'est prévu, il me semble. Merci, que Dieu te le rende. Alors, bon chemin à toutes. Merci, Esther. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine si Dieu veut. Merci beaucoup.